Bonjour et bienvenue au sommet de la sexualité de vie. Vous allez partir à la rencontre de Michel Audin. Michel Audin, c'est un éternel étudiant passionné par les connexions transversales. C'est un chercheur, un scientifique et en même temps, il vous parle de choses simples et tellement fondamentales. Il ne se prend pas la tête, il constate. Il fait des liens et tout le ramène vers la naissance de l'être humain comme une étape fondamentale. C'est le doyen de ce sommet. Il a 84 ans. Conférencier international, il est toujours en mouvement. Et nos chemins n'ont pas pu se croiser. Donc, vous l'entendrez via Skype. Il va vous parler des fonctions des orgasmes, qu'il appelle aussi les autoroutes de la transcendance. Il vous fera découvrir la recette du cocktail orgasmogénique, présent aussi bien à l'accouchement, au moment de l'orgasme et pendant l'allaitement. Il vous ouvrira le monde des états modifiés de conscience. Et il vous amènera à faire le lien entre les grands virages de l'histoire de l'humanité et leur influence sur la reproduction et la sexualité. Alors, belle découverte! Bonjour Michel! Bonjour. Écoute, j'aurais vraiment préféré qu'on se rencontre corps à corps, si je puis dire, qu'on soit en présence, mais on n'a pas pu se croiser sur le même continent, sur le même territoire. Une autre occasion. Donc ça va se faire effectivement par Skype. Je suis néanmoins très contente et très émue, quelque part, de t'interviewer, même si on se connaît de très longues dates. Mais il y a de nombreuses années que nous ne nous sommes pas rencontrés. Je crois que c'était en 77. C'est en 77, hein? Tout à fait, je On crois. s'est rencontrés depuis. Donc, j'avais une question, c'est que on te connaît beaucoup dans le domaine de la naissance, et j'ai l'impression que la naissance, l'étude de la naissance t'a amené à l'étude de la sexualité. Quel lien tu fais entre naissance et sexualité? Oui, on me présente souvent comme quelqu'un qui s'intéresse avant tout à la naissance. En fait, je me présente plutôt comme un étudiant interdisciplinaire en nature humaine. Et j'ai toujours fait tout ce qui était possible pour qu'on élargisse un peu mon horizon, en quelque sorte. Dans presque tous mes livres, j'essaie d'éviter le mot naissance. On a toujours tendance à le réintroduire. Tout à fait, comme je fais. Donc, un livre qui s'appelle la santé primale, un autre qui s'appelle les fonctions des orgasmes, etc., etc. Le fermier, l'accoucheur. J'essaie toujours d'éviter le mot naissance dans les titres, mais c'est évident lorsqu'on considère la façon dont mes livres sont traduits dans d'autres langues. Les éditeurs essaient toujours de ramener le mot naissance et de me ramener à la naissance. Donc là, je suis content qu'on élargisse le sujet. Voilà. Là, moi, j'ai envie que tu me parles. On ne peut pas s'intéresser à la nature humaine sans s'intéresser à la façon de naître. Bien sûr. C'est partie d'un aspect important de la nature humaine. C'est sans doute la phase de la vie moderne qu'on a le plus bouleversée récemment. C'est une période critique dans le développement individuel. Donc, quand on s'intéresse à la nature humaine, on est obligé de donner une grande importance à ce qui se passe au moment de la naissance. Mais ceci dit, ça n'est pas mon intérêt primordial, ça fait partie de mon intérêt pour l'être humain en général. Et en même temps, la naissance et l'accouchement fait partie de la sexualité de la femme. Disons que quand on pense comme les physiologistes, on est obligé de souligner les similarités entre les différents épisodes de la vie de reproduction, de la vie sexuelle, de la vie de reproduction. Quelle que soit la phase de la vie de reproduction que l'on considère, eh bien, on retrouve toujours les mêmes scénarios, les mêmes patterns, les mêmes schémas de comportement et des similarités sur le plan physiologique, sur le plan des libérations hormonales. Qu'il s'agisse
de l'accouplement, qu'il s'agisse de l'accouchement, qu'il s'agisse de l'allaitement, eh bien, ce sont toujours des événements qui se déroulent schématiquement en deux phases. Il y a toujours une première phase, longue, plutôt passive, et puis à la fin, si on ne perturbe pas, bien entendu, s'il n'y a pas trop d'interférences culturelles, parce que tous ces événements de notre vie sont très contrôlés par le milieu culturel, mais si on ne perturbe pas, il y a toujours à la fin ce que j'appelle un réflexe d'éjection. Quelque chose de puissant à la fin, de rapide, de court, de plus intense, un réflexe d'éjection. Alors, ça peut être le réflexe d'éjection du fœtus, parce qu'on peut perturber l'accouchement à la fin, il y a une série irrésistible de contractions. Ça peut être le réflexe d'éjection du lait, ça peut être le réflexe d'éjection du sperme. C'est toujours à peu près le même scénario qui se reproduit. Et c'est toujours aussi, on pourrait dire, le même événement sur un plan hormonal, beaucoup de similarités. Il y a toujours à la fin une espèce de mélange hormonal que j'appelle un cocktail orgasmogénique, qui toujours mêle l'hormone oxytocine et les endorphines. C'est toujours ça. Et sur le plan hormonal, ce sont toujours aussi les mêmes éléments inhibiteurs, les mêmes freins. L'adrénaline, les hormones de la famille de l'adrénaline, les hormones qu'on libère d'urgence lorsque il faut se protéger soi-même pour une raison quelconque, en règle générale, inhibent tous les éléments relatifs à la procréation. C'est toujours le même élément inhibiteur. C'est-à-dire que quand on doit se protéger soi-même, lorsqu'on est en danger, qu'on sécrète de l'adrénaline, on remet plutôt la reproduction. C'est ainsi, par exemple, on ne peut pas faire l'amour pendant un tremblement de terre, ou si on sait qu'il y a un terroriste avec une mitrailleuse dans le couloir. C'est ainsi que, c'est bien connu chez les mammifères, une vache ne peut pas éjecter de lait, donner de lait, si elle est stressée, par exemple. Une bonne façon de stresser une vache allaitante, c'est de mettre un chat sur son dos, elle n'aime pas ça, elle ne peut pas éjecter de lait. Et c'est la même chose pour le réflexe des élections du fœtus. Un besoin de base des mammifères qui accouchent, et en particulier de la femme qui accouche, c'est de se sentir en sécurité, d'avoir bien chaud, pas sécréter cette hormone d'urgence qui s'appelle l'adrénaline. Donc, quel que soit l'événement de la vie sexuelle qu'on considère, c'est toujours le même scénario, avec schématiquement deux phases, et c'est toujours à peu près les mêmes éléments hormonaux qui dominent. Il y a toujours à la fin ce mélange orgasmogénique qui s'associe habituellement d'ailleurs à des réactions subjectives qui ont beaucoup de similarités. Oui. Et puis il y a toujours le même frein essentiel, c'est l'adrénaline, les hormones de la famille de l'adrénaline qu'on libère quand la priorité c'est de se sauver soi-même, avant de survivre soi-même, avant de survivre par la reproduction. Voilà. Donc on comprend mieux chacun de ces éléments de vie sexuelle si on les étudie en même temps. Et non pas individuellement, si on n'est pas trop spécialisé, ce qui est rare dans notre société. Dans notre société, un des principaux obstacles aux prises de conscience, c'est la spécialisation. Les gens qui s'intéressent particulièrement à la sexualité génitale, par exemple les sexthérapeutes, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la façon dont les femmes accouchent. Très souvent même, quand on lit des textes sur l'allaitement, les spécialistes en allaitement ne font pas toujours tellement les liens, cette continuité physiologique, ces liens, ces similarités avec la physiologie de l'accouchement. Donc la spécialisation est un obstacle aujourd'hui. C'est pourquoi je me présente souvent comme un étudiant interdisciplinaire. Apprendre à mêler plusieurs façons de penser. Avoir une attitude interdisciplinaire, c'est pas la même chose qu'une attitude pluridisciplinaire. C'est pas additionner des informations, c'est mêler des informations. Oui. De façon à ce qu'elles se potentialisent, elles se renforcent. C'est combiner des façons de penser. Voilà. Eh bien, étudier la sexualité humaine, c'est une très bonne façon de combiner de façon inhabituelle des façons de voir les choses. Ne pas
se mettre l'accent juste simplement sur la sexualité génitale, ou sur l'allaitement, ou sur l'accouchement, et constamment voir les liens, les similarités, puis les différences. Il y a aussi une similarité dans les trois événements. C'est toujours une histoire à deux personnes. C'est toujours une interaction entre deux acteurs. Oui, même si c'est pas toujours les mêmes. L'accouplement, c'est mâle et femelle. C'est la femme dans notre espèce. L'allaitement, c'est mère et bébé. Oui. La période de la naissance, c'est mère et bébé. Oui. Sur un plan physiologique, c'est toujours une histoire entre deux personnes, une interaction physiologique. Il y a beaucoup de similarités entre deux personnes. Voilà pourquoi c'est tellement important de combiner ces sujets. Quelles sont les différences qu'il y a chez l'homme et chez la femme? Est-ce qu'il y en a par rapport à l'orgasme, par rapport à ses mécanismes, par rapport à ses hormones? Est-ce que ce sont les mêmes mécanismes chez l'un ou chez l'autre, ou qu'est-ce qui est différent? Il y a beaucoup de similarités. Oui. Par exemple, une hormone comme l'ocytocine, pendant très longtemps, on avait tendance à la considérer comme une hormone femelle. Et puis, en réalité, les mâles et les femelles, les hommes et les femmes, libèrent de l'ocytocine dans beaucoup de situations. Et on comprend ça encore mieux depuis qu'on a approfondi certaines propriétés de l'ocytocine. Par exemple, j'ai évoqué le réflexe d'éjection du fœtus ou le réflexe d'éjection du lait, qui sont sous le contrôle de l'ocytocine. Il y a le réflexe d'éjection du sperme est aussi sous le contrôle de l'ocytocine. L'ocytocine a pour propriété non seulement de contracter des cellules spécialisées du sein pour éjecter le lait, non seulement de contracter l'utérus pour l'éjection du fœtus, mais elle peut aussi contracter la prostate, les vésicules séminales pour l'éjection du sperme. C'est toujours les mêmes mécanismes. Et donc il y a beaucoup d'éléments hormonaux qui sont communs entre les deux sexes, de même que les endorphines ne sont pas particulières à un sexe ou à l'autre, et de même que dans les deux sexes, l'adrénaline est le principal agent inhibiteur. Donc il y a beaucoup de similarités. On peut commencer par les similarités, on peut évoquer les différences. Alors bien sûr, il y en a qui ont essayé d'étudier les différences, on voit de plusieurs façons. Je pense par exemple à l'étude de Murray Carmichael, en Californie, je crois que c'est de 1987. Elle a étudié les libérations d'ocytocine chez les hommes et les femmes, chez des étudiants volontaires, au cours de ce qu'on appelle en langage scientifique les autostimulations génitales. Dans langage courant, ce sont les masturbations. Eh bien, elle a comparé les libérations d'ocytocine. Les courbes d'augmentation de taux d'ocytocine sont les mêmes, sont à peu près parallèles, c'est très, très similaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il semble que les femmes puissent atteindre des taux d'ocytocine plus élevés que les hommes, un peu plus élevés que les hommes, même si la forme de la courbe est la même. Et ils ont pu montrer que quand une femme va avoir un deuxième orgasme, le taux d'ocytocine, là, à ce moment-là, atteint des sommets. Donc, il y a des études qui montrent les différences. Il y a aussi, il y a eu beaucoup d'études, il y a eu des interviews chez des étudiantes, par des psychologues, etc., qui essayaient de montrer les différentes expériences subjectives des périodes orgasmiques, etc., montrant les similarités. Il y a beaucoup de façons de montrer les similarités. Bien entendu, il y a des différences. C'est très difficile à étudier en ce qui concerne l'expérience subjective. Oui. Il est certain qu'à la fin de tout événement dans la vie sexuelle, il y a une expérience subjective particulière, souvent des états qu'on peut qualifier d'extatiques, voire d'orgasmiques, qui ont beaucoup de similarités. D'ailleurs, ça correspond à peu près aux mêmes libérations hormonales. Il y a toujours ce mélange ocytocine, endorphine. On apprend aussi aujourd'hui qu'il y a un autre élément hormonal qui est sans doute plus important que ce qu'on pensait dans ces cas-là, et qui a aussi un effet sur l'état de conscience, c'est la mélatonine, l'hormone de l'obscurité. Oui. En règle générale,
les épisodes de la vie sexuelle sont favorisés par la libération d'hormones de mélatonine, l'hormone de l'obscurité. Ça veut dire, alors ça se sait dans certaines situations. Beaucoup de femmes savent qu'un petit poinçon, l'allaitement marche mieux, etc. En général, on fait plutôt l'amour dans le noir. Hein. Et puis, on sait empiriquement qu'en règle générale, il semble que la lumière gêne l'accouchement. Jusqu'à une date récente, c'était empirique. Mais maintenant, on sait que la mélatonine a des récepteurs sur l'utérus. C'est l'hormone de l'obscurité. A des récepteurs sur l'utérus, ça veut dire que l'utérus est directement sensible à l'hormone de l'obscurité. Et que les récepteurs à la mélatonine travaillent en synergie coopèrent avec les récepteurs à l'ocytocine. C'est-à-dire que l'ocytocine, qu'on appelle souvent aujourd'hui l'hormone de l'amour, a des liens étroits avec la mélatonine, qu'on appelle pour simplifier l'hormone de l'obscurité. L'obscurité et la lumière. C'est ça. Alors, il faut être interdisciplinaire pour rétablir tous ces liens. La mélatonine qui favorise aussi le repos, la mise au repos du cerveau qui pense, du néocortex, de cette partie du cerveau tellement développée chez les humains seulement, et qui a l'activité du néocortex, inhibe les fonctions cérébrales archaïques, ce qui est un peu plus instinctif. C'est ça, c'est le gros handicap humain. C'est que souvent nos comportements instinctifs, ceux qui sont sous le contrôle de structures cérébrales qu'on partage avec tous les autres mammifères, les mêmes structures cérébrales que tous les autres mammifères, mais la différence, c'est que on a aussi développé un cerveau de l'intellect, un cerveau qui pense, un néocortex, qui, lorsqu'il est actif, inhibe, tente à vouloir tout contrôler, et est un inhibiteur. Ça c'est le grand handicap humain. C'est ce handicap humain lié à l'activité du nouveau cerveau, qui lui-même est stimulé par la lumière. Tout ça, ça va ensemble. Ça. Oui. Et tout ça, ce sont d'autres façons de comprendre les similarités entre les différents épisodes de la vie sexuelle. On ne peut pas les comprendre si on les étudie individuellement. Il faut les mettre ensemble. Quand on sent obligé de passer de l'un à l'autre. Et ces hormones, ce cocktail d'hormones, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça amène à l'être humain qui les sécrète? Et c'est quoi leur différence entre les endorphines, l'ocytocine? Tu parles de la mélatonine. Qu'est-ce que ça va apporter à ceux qui les sécrètent et au couple? Bien, ce qu'on peut dire, c'est que ce mélange, ocytocine, endorphine et autres, vous voyez, je simplifie, il y a aussi c'est bien plus complexe, avec mélatonine, taux bas d'adrénaline, etc., transforme l'état de conscience, mène à un état de conscience spécifique. Un état de conscience, on pourrait dire que c'est une façon, en règle générale, d'avoir l'expérience d'états émotionnels qu'on peut appeler transcendants. Les états émotionnels transcendants sont universels dans l'espèce humaine. Il y a tout. Bien avant la révolution néolithique, l'agriculture, l'élevage, bien avant qu'on canalise ces états émotionnels vers des croyances en Dieu, en des dieux, etc., il y a toujours eu des états émotionnels transcendants qui étaient canalisés autrement, qui s'exprimaient autrement. Eh bien, il semble, on pourrait dire, que l'une des fonctions, l'un des effets, l'une des fonctions de tous ces états, de la libération de tous ces cocktails orgasmogéniques, c'est de donner une espèce d'accès à une autre réalité que la réalité espace-temps. Quand il n'y a que notre néocortex qui travaille, qui domine tout le reste, ce qui est habituel chez l'être humain bien éveillé, c'est le néocortex qui consomme tout l'oxygène, qui travaille, qui fait tout, etc., etc. Nous n'avons accès qu'à la réalité espace-temps. D'accord. Mais dans certaines situations, et les situations typiques,
physiologique, en quelque sorte, qui implique, si on ne perturbe pas trop, une mise en coup du néocortex et la libération d'hormones spécifiques, il y a à ce moment-là, on pourrait dire, des états émotionnels transcendants à l'état pur, typique. Mais il n'est pas habituel dans nos sociétés d'étudier ces épisodes de la vie sexuelle de cette façon-là. On ne veut pas mettre l'accent sur l'effet sur les états de conscience. On ne veut pas parler des états orgasmiques comme d'aspects, comme des façons d'atteindre une autre réalité que la réalité espace-temps. C'est pas, en général, on associe plutôt orgasmique, on associe avec des connotations plutôt négatives. On n'ose pas parler d'orgasme, on introduit une connotation négative. Les milieux culturels tendent à contrôler étroitement tous les épisodes de la vie sexuelle sont fortement contrôlés par le milieu culturel. L'accouplement est organisé, l'accouchement est socialisé depuis des millénaires, est fortement socialisé, modifié par des croyances, par des rituels, etc. L'allaitement est fortement organisé. Presque toute société ont différé l'initiation de l'allaitement. On commence au bout de 2 ou 3 jours. C'est seulement récemment qu'on a découvert que l'être humain a été en quelque sorte programmé pour trouver le sein de sa mère dans leur tissu de naissance. Et puis la durée d'allaitement est souvent contrôlée plus ou moins par le milieu culturel. Donc, de siècles sacrés, par exemple, on indique quelle doit être la durée d'allaitement, etc. Donc tout ça, ça a été contrôlé, et ce qui fait qu'il est habituellement, tous ces états émotionnels spécifiques liés aux épisodes de la vie sexuelle n'ont pas été acceptés culturellement comme des façons d'avoir accès à la transcendance. Parce qu'on ne peut pas contrôler facilement ces éléments de la vie sexuelle. Donc, on n'en parle pas de cette façon-là. Les milieux culturels qui canalisent les états émotionnels transcendants par les religions. Le rôle de religion, c'est de canaliser les états émotionnels transcendants. En règle générale, préfèrent des moyens d'atteindre des états transcendants qui sont plus contrôlables par le milieu culturel. C'est facile d'organiser, de contrôler, de codifier la prière, le chant religieux. C'est facile d'organiser le jeûne, par exemple. Donc, tout ça, c'est ce qui est culturellement acceptable comme voie d'accès à la transcendance. Mais les autoroutes de la transcendance, on les met de côté. Ce que j'appelle les autoroutes de la transcendance, de façon physiologique. Elles ne sont pas culturellement acceptables. Donc, voilà pourquoi c'est très difficile à étudier cela, avec la perspective des physiologistes. Parce que constamment, on est influencé par ce qui est moralement acceptable dans nos sociétés. Ce sont des sujets difficiles. Mais ça vaut la peine quand même de les approfondir. Ça vaut la peine de réaliser ce qui a sans doute été le très grand tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on appelle, pour simplifier, la révolution néolithique. C'est-à-dire cette phase de l'histoire qui a commencé il y a environ 10 000 ans, où nos ancêtres ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux. En quelque sorte, ils ont introduit l'agriculture et l'élevage. Et à partir de ce moment-là, la stratégie de base de survie de tous les groupes humains, ça a été de contrôler la nature. Contrôler la nature. C'est ça la stratégie de base, depuis la révolution néolithique. On contrôle la nature. On contrôle la nature, ça veut dire qu'on contrôle tout ce qui est purement physiologique en règle générale, pas seulement chez les plantes et les animaux qu'on a domestiqués, mais aussi des épisodes de la vie physiologique humaine. Et on a fortement contrôlé, à partir de ce moment-là, codifié, organisé, en tant que qu'on oublie ce qui est vraiment, ce qui se passe quand on ne fait rien, tout ce qui est relatif à la reproduction, que ce soit l'accouplement, tout ça c'est organisé, que ce soit
l'accouchement, on a tellement organisé, on a tellement interféré par des croyances rituelles qu'on a atteint une espèce de limite auquel on ne peut plus dépasser. La plupart des femmes ont presque perdu leur capacité d'accoucher. On a atteint la limite. On confronte de la nature. En règle générale, on a atteint des limites dans le confort de la nature. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Eh bien, le limite dans le confort de la nature, ça inclut aussi limite dans le contrôle de certains processus physiologiques humains, et en particulier tous ceux qui sont relatifs à la reproduction, et en particulier tous ceux qu'on peut considérer comme des autoroutes vers la transcendance, qui mènent à des états émotionnels transcendants typiques, purs. On est arrivé aux limites, voilà. Alors c'est très intéressant de comprendre ce tournant, parce qu'il y a sans doute toujours eu des états émotionnels transcendants. Ouais. On a quelques idées de ce qui se passait avant l'agriculture, l'élevage, avant la révolution néolithique. Je pourrais citer un certain nombre de documents, comme tirés des observations dans des sociétés qui ont gardé beaucoup de caractéristiques paléolithiques. Par exemple, une société en particulier en Amazonie, jusqu'ici, ils ne sont pas encore au stade, ils ont tout juste découvert la culture du manioc, ils sont encore presque paléolithiques. Eh bien, c'est un livre par Daniel Everett, qui a passé 30 ans de sa vie là-bas en tant que linguiste. Eh bien, ce qui est intéressant dans une société comme celle-là, il n'y a pratiquement pas de rituel concernant la période périnatale. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'interférence culturelle. Quand les femmes sentent qu'elles vont accoucher, dans ce milieu culturel particulier, elles vont à côté de la rivière, puis elles accouchent là, puis elles reviennent avec leur bébé. C'est un peu la même chose que ce qui a été décrit chez Kung San, par Marjorie. C'est-à-dire, on pourrait dire des chasseurs-cueilleurs d'un groupe africain qui n'est pas trop encore contaminé par le milieu civilisé, etc. C'est aussi ce qu'on a appris de groupes comme les Aipos en Nouvelle-Guinée, les filles de Bullshit-Phenophone. On peut dire, je simplifie vite, mais que d'après ce qu'on sait, dans les sociétés qui ont précédé l'agriculture, l'élevage, avec caractéristiques encore paléolithiques, en général, on n'organise pas l'accouplement, on n'organise pas l'accouchement d'abord. Il semble qu'il n'y ait pas non plus de rituel d'accouplement, il n'y a pas l'équivalent de mariage. Donc c'est important de savoir que ce contrôle, tous les périodes de la vie sexuelle, sont relativement récents, pas plus de 10 000 ans de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'avant cette période-là, il y avait sans doute déjà, bien sûr, des états émotionnels transcendants, ça fait partie de la nature humaine, mais étaient catalysés autrement. Le mystère de la vie était beaucoup plus lié à la famille, à la mère, à la naissance. Toutes les figurines de Vénus, etc., certaines datant de 30 000 ans, sont presque similaires. Les figurines de Vénus, que ce soit il y a 10 000 ans ou il y a 30 000 ans, ça donne toujours une grande importance à ce qui touche à la reproduction. Des seins énormes, des vulves énormes, tout ce qui touche. Le mystère de la vie, c'est ça. Le mystère de la vie était très lié au sexe féminin. On imaginait plutôt des déesses à l'époque, c'est ça. Alors qu'à partir du moment où il y a eu élevage en particulier, soudain, les hommes, les éleveurs, les gens qui domestiquaient les animaux, ont réalisé le pouvoir du mâle, la puissance du mâle. Ils ont mieux établi le lien entre l'accouplement et la naissance des bébés. Avant, c'était sans doute ces vagues, le lien était sans doute. Et à partir de ce moment-là, il semble qu'il y ait une nouvelle vision de la reproduction humaine. C'est un petit peu comme si à partir de ce moment-là, on a compris que le mâle, l'homme dans l'espèce humaine, c'est lui qui apporte la graine.
Et puis on a visualisé beaucoup plus les femmes comme l'incubateur, en quelque sorte, les récipients incubateurs. Les hommes plus soudain, on réalisé leur pouvoir, le pouvoir de l'homme. C'est nous qui apportons la graine, le pouvoir de l'homme. Et ça, à ce moment-là, sur toutes les sociétés patriarcales, ça veut dire le pouvoir de l'homme, la règle établie par l'homme, les sociétés patriarcales, on a canalisé les états émotionnels transcendants vers la croyance en un Dieu unique, figure paternelle. Dans toutes les grandes religions monothéistes qui, depuis la révolution néolithique, dominent, c'est on peut dire que le point commun, c'est la canalisation vers la croyance en un Dieu unique, figure paternelle. C'est ça le point commun. Ça correspond une façon dont on voit la reproduction. Alors, ça, c'est depuis la révolution néolithique. On pourrait essayer d'aller plus loin, dire que c'est ce qui a dominé depuis 10 000 ans, et dire que peut-être c'est en train de changer du fait de la science. Parce qu'en fait, la façon dont on canalise ces états émotionnels, qui sont liés aux différents épisodes de la vie de reproduction, sont très liés à la façon dont on comprend la reproduction. Jusqu'à une certaine époque, le mystère de la vie, de la reproduction, c'était associé à la femme, à la mère. C'était là qu'était le mystère. Après, ça a été, au contraire, c'est l'homme qui apporte la graine. La femme, c'est le récipient, c'est l'incubateur, etc. Et puis maintenant, à partir du milieu du XXe siècle, c'est devenu différent. La génétique nous a appris, mais les gènes, c'est 50% de l'homme, 50% de la femme. C'est 50%, 50%. C'est pas comme on croyait. C'est une étape très importante, ça, la génétique au milieu du XXe siècle. C'est peut-être pas par hasard qu'à cette époque-là que sont apparus les mouvements de libération de la femme. C'est à ce moment-là. Il y a tout d'un coup une nouvelle façon de comprendre les relations homme-femme. On pourrait aller encore plus loin. C'est de dire que, oui, avec la génétique, on s'est mis à penser 50%, 50%. Voilà que maintenant, c'est encore du nouveau. Avec les études scientifiques émergentes, on s'aperçoit qu'en fait, la mère transmet à la future génération beaucoup plus que ses gènes. La mère, on s'en est en train de s'apercevoir aujourd'hui, elle transmet aussi la façon dont ces gènes ont appris à s'exprimer. Ça, c'est ce qu'étudie une nouvelle discipline émergente qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique étudie comment, dans certaines situations, certains gènes deviennent silencieux. Ils sont éduqués pour ne pas s'exprimer. Ils ne sont pas modifiés, ils sont là. Mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Voilà ce qu'étudie l'épigénétique. Eh bien, on est en train d'apprendre que les marqueurs épigénétiques, cette espèce d'étiquette attribuée aux gènes, à qui on dit « toi tu t'exprimes pas », etc., cet épigénome peut, dans une certaine mesure, être transmis à la génération suivante. On est en train de comprendre comment des caractères acquis transmis à la génération suivante. Il n'y a pas seulement les gènes. C'est complètement nouveau dans l'histoire des sciences. Et tout ça, c'est depuis l'an 2000. C'est très récent. Et on est ensuite en train d'apprendre que la mère, dans une grande mesure, transmet aussi son microbiome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un microbiome? La bactériologie moderne nous apprend que nous avons dans notre corps des milliers de milliards de microbes qui font partie de nous. C'est ce qu'on appelle le microbiome. Jusqu'à une date récente, on avait sous-estimé l'influence de notre microbiome sur nos comportements, notre santé, etc. Une composante importante du microbiome, c'est la flore intestinale, mais il n'y a pas que ça. Il y a la flore cutanée, la flore buccale, la flore vaginale, etc., le lait, etc., etc. Eh bien, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que la mère transmet dans une grande mesure son microbiome, sa flore intestinale en particulier, mais aussi sa flore cutanée, etc. C'est habituellement la première à toucher le bébé, etc. Donc ce n'est plus 50%, 50%. On ajoute encore autre chose. On a appris, on a compris depuis peu de temps que
le matériel génétique des mitochondries. Les mitochondries sont des petits organelles dans les cellules qui apportent l'énergie, qui permettent à la cellule d'utiliser de l'énergie. Ces mitochondries sont transmises au bébé, mais seulement les mitochondries maternelles sont transmises au bébé. Seulement les mitochondries venant d'origine maternelle. Alors, on entre une nouvelle phase qui peut influencer la relation homme-femme, c'est qu'on n'est plus 50%, 50%, comme au milieu du XXe siècle. Le milieu du XXe siècle est déjà très loin. Aujourd'hui, on est en train de comprendre que la mère transmet beaucoup plus que ses gènes à la génération suivante. Alors, est-ce qu'on va encore vers une autre? Est-ce que ça aura encore une influence sur la relation homme-femme? Il semble que la relation homme-femme ait toujours été liée à la façon dont on comprend la procréation. Donc, on est encore dans une nouvelle phase. Et là, quand on parle de cela, ce n'est plus 50%, 50%, bah, là, on est dans le 21e siècle. On ne pouvait pas dire ça à la fin du 20e siècle. On est dans le 21e siècle. Nous sommes extrêmement vite. Qu'est-ce que ça ouvre comme horizon, le fait qu'il y ait d'autres choses comme ça qui apparaissent? Qu'est-ce que ça ouvre dans l'horizon de la sexualité, le fait qu'on découvre d'autres choses, pour toi, quand tu te projettes? Oui, il est certain que actuellement, les avancées scientifiques s'accélèrent. Oui. La vitesse est vertigineuse. Oui. Quand on veut se tenir au courant, il faut se tenir au courant au jour le jour. Oui. Sinon on perd le contact. Oui. Et il est certain qu'il y a beaucoup d'avancées scientifiques récentes qui nous aident à mieux comprendre la physiologie en général, la reproduction en particulier. Ce qu'on pourrait dire d'une façon générale, parce que c'est une question très vague, à tel point que je me demande par comment commencer, mais je serais tenté de commencer par une réflexion générale, c'est que les disciplines scientifiques émergentes qui évoluent très rapidement, et parmi elles, je pense par exemple à l'épigénétique, puisqu'on en a déjà parlé, à la bactériologie moderne, ce qu'on appelle la microbiologie métagénomique, c'est-à-dire une bactériologie qui n'a plus besoin de cultiver des microbes et de les regarder dans les microscopes. C'est nouveau. Les bactériologistes aujourd'hui sont des généticiens, qui du matériel génétique des microbes, etc. Cette branche aussi des sciences modernes que j'appelle la recherche en santé primale, c'est-à-dire cette branche de l'épidémiologie qui explore des corrélations entre ce qui se passe au début de la vie, ça inclut la conception, la naissance, l'allaitement, etc., et ce qui se passera plus tard. Pour en savoir plus sur cette branche, le mieux c'est d'explorer notre banque de données. Tout à fait. Et qui réunit tout ce qui se publie dans ce domaine. On est parti d'une douzaine d'études vers 1986 pour dépasser 900 maintenant, donc on peut dire une discipline qui se développe rapidement. Eh bien, ce qu'on peut dire, plus d'autres disciplines sur les substances informationnelles, celles qui permettent à une partie du corps de communiquer avec une autre, tout ce qui inclut, autrefois on utilisait le mot hormone, ça n'a plus de sens aujourd'hui, mais endocrine, mais maintenant on parle de substances informationnelles. Tous ces progrès, ces avancées scientifiques rapides, elles ont un point commun. On va commencer par le point commun. C'est qu'on peut dire qu'en général, elles contredisent, elles vont à l'opposé de nos conditionnements. D'accord. Elles sont à l'opposé des effets de millénaires de croyances et de rituels. On peut dire qu'en général, elles mettent à l'épreuve la tradition. Tout à fait, c'est très puissant. Écoute, on va arriver tout doucement vers la fin de cette interview. Il y a une phrase que tu dis dans ton livre que j'aime beaucoup. Alors peut-être que tu auras envie de la commenter, peut-être pas, on peut aussi s'arrêter dessus, c'est comme tu as envie. C'est « S'il y a un avenir pour l'amour, il y a un avenir pour l'humanité ». Et je trouve ça vraiment
Je trouve que c'est un grand sourire. Cette phrase-là, pour moi, c'est un grand sourire. S'il y a un avenir pour l'amour, alors il y a un avenir pour l'humanité. C'est juste si toi, tu as envie de rajouter 2 mots, ou on peut rester là-dessus, comme tu as envie. L'important, ce sont les points d'interrogation. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. À la fin de la question. Quel que soit le sujet aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans une situation sans précédent. Oui. Et quand on est dans une situation sans précédent, la première des choses à faire, c'est de poser des questions appropriées. Des questions nouvelles. Ce sont des exemples de questions nouvelles. D'accord. Bon, ce sont des questions que j'ai posées dans le livre qui s'appelle en français La naissance et l'évolution d'Homo sapiens. Je vais même te dire un secret. C'est que je vais publier en juin, en anglais d'abord, un livre où justement je ne fais rien d'autre que poser des questions. Et là, je prends une question comme proxy, c'est-à-dire comme façon d'englober beaucoup d'autres questions, d'en impliquer beaucoup d'autres. Alors, je vais te dire tout de suite la question que je prends comme exemple de question primaire qui englobe beaucoup d'autres, tu vois, et il n'y a que des points d'interrogation. La question que je pose, c'est avons-nous besoin de sage-femme? Do we need midwife? Voilà d'où je parle. Il y a un addendum, une petite addition à la fin. Mais là, je dis c'est un peu prématuré pour poser cette question. Lisez ce texte-là. Ce texte-là, j'aurais aimé l'écrire pour mon 100e anniversaire. Gardez-le en réserve, vous le lirez en juillet 2030. Alors, cette question à addendum, c'est est-ce que l'humanité peut survivre à la médecine? Mon point de départ, c'est que nous neutralisons aujourd'hui les lois de la sélection naturelle. Depuis qu'il y a la vie sur Terre, des milliards d'années, il y a une loi essentielle, c'est la sélection naturelle. Depuis le milieu du XXe siècle, nous la neutralisons, cette sélection naturelle. Par exemple, beaucoup d'exemples, mais par exemple, une femme qui ne peut pas accoucher par elle-même, faible, elle n'aura pas d'enfant ou elle aura une femme qui accouche très facilement, habituellement, jusqu'à une date récente, elle en avait 10 ou 12. Aujourd'hui, quelle que soit la capacité d'accoucher, on a même un enfant. Quel que soit son niveau de fertilité, on s'entend de bébé. En gros, il y a beaucoup de maladies qui ne permettaient pas, jusqu'à une date récente, d'atteindre l'âge adulte et de se reproduire. Maintenant, avec la médecine, on peut. C'est-à-dire qu'on a neutralisé les lois de la sélection naturelle. Dans l'immédiat, c'est magnifique, le miracle de la médecine. Mais on est obligé de calculer. N'importe quel mathématicien médical ou biologique pourrait calculer qu'on va atteindre une phase très rapidement où de plus en plus de gens sont complètement dépendants de la médecine. C'est-à-dire on peut entrevoir une époque, peut-être pas tellement lointaine, où les budgets de santé l'emprunteront sur tous les autres. Ouais. L'humanité dépendant de la médecine. Donc, alors, ça c'est la fin, mais c'est l'important, là encore, c'est pas la question, c'est le point d'interrogation. C'est-à-dire, c'est un livre fait de points d'interrogation. Je suis content que tu termines par cette remarque que tu viens de me faire, parce que justement, elle contient un point d'interrogation. Ouais, et j'aime beaucoup. Je te remercie, Michel. À bientôt. À bientôt. Ah.